Pour moi, une ville sûre, c'est une ville inclusive, c'est-à-dire qu'une ville qui prend en compte dans son organisation et dans son fonctionnement les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les personnes qui ne sont pas d'ici à la base, soit qui arrivent du même territoire ou qui arrivent d'un autre territoire. C'est une ville inclusive. Et toi, Clémentine? Difficile de faire mieux après ça. Non, mais je te rejoins complètement sur la façon de voir une ville où on se sent en sécurité. Pour moi, c'est vraiment plus une histoire de se sentir serein, sereine dans, dans la façon dont on a de s'approprier la ville, c'est-à-dire se sentir sereine dans ses déplacements, se sentir sereine à sortir à toutes les heures de la journée, dans les transports, que tout ça soit accessible. Et par accessible, j'entends vraiment à toutes les personnes, aussi en termes de prix, d'inclusivité sur ce terrain-là. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça, la ville, c'est avoir envie de sortir dehors et de sortir de chez soi et d'être confortable à l'extérieur. Je partage ce que vous avez dit toutes les deux. J'y ajouterais une ville où il y a du dialogue, où on peut discuter, on peut débattre, où on peut, j'allais dire se confronter, mais dans le bon sens du terme, entre les uns, les unes et les autres, dans une logique d'inclusivité et de sérénité dans les déplacements. Mais je pense que voilà, on a aussi besoin de ces espaces d'échange et de discussion qui sont majeurs pour moi dans une ville sûre au quotidien. Eh ben, merci à tous les trois. Pour démarrer, première question commune. Alors maintenant, je vais m'adresser tout particulièrement à Colline sur donc un sujet qu'elle domine bien et sur un sujet qu'elle domine bien, qui est donc au sens large Est-ce que légaliser le cannabis permettrait de réduire l'insécurité et la délinquance? Voilà. Et donc, moi qui connaissais peu ces questions-là, j'ai un petit peu recherché et je me suis heurtée à des questions peut-être un peu techniques, mais le THC, le CBD, moi ça me disait pas grand-chose. Donc le chanvre, oui, le cannabis, oui, mais comment tout ça s'insère et donc de quoi parle-t-on? C'est la même plante. Voilà, donc à toi. Ça c'est la première question. Alors, on va le mettre devant comme ça. Donc chanvre et cannabis, c'est la même plante. C'est-à-dire que chanvre, c'est juste le mot en français. Cannabis, c'est le mot en latin. Par contre, sous cette dénomination, il y a diverses variétés qui proposent diverses formes de plantes et divers intérêts. Vous avez du chanvre qui a été cultivé pour produire principalement de la fibre, tissu, plastique, paillage, tout ce type de produit. Du chanvre qui a été sélectionné pour produire de la graine. La graine est excellente pour la santé, sous forme d'huile, de graines décortiquées, de farine, de protéines. Et du chanvre à fleurs, qui a été donc sélectionné pour sa teneur en cannabinoïdes présents sur les fleurs non fécondées. Ces cannabinoïdes, dont le THC et le CBD, sont les principaux représentants. Il faut savoir qu'il y en a près de 150, qui sont en grande majorité en quantité infime, et que c'est le THC qui a pour propriété de donner cet aspect euphorisant à la consommation de cannabis. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour le débat, on va rester sur cette définition. Le CBD est non addictif, non psychotrope, donc non euphorisant, et donc légal en France à tous les taux, et en Europe à tous les taux possibles. Le THC étant limité en France à 0,3%. Et à ce taux-là, 0,3%, il n'est pas du tout euphorisant. Le côté euphorisant est sensible à partir de 3%. Merci, je crois que tu as... Pour le portrait de la plante. Ah oui, bien sûr.
Une chose est sûre, le cannabis est dangereux parce qu'il est interdit. C'est son interdiction qui le rend dangereux. Aujourd'hui, quand le gouvernement est content et se vante d'avoir fait fermer plusieurs points de deal, il a juste créé de nouvelles guerres de territoire qui engendrent cette insécurité et cette délinquance. Ces points de deal, en général, ils sont remontés en quelques heures, puisque ce sont des trafics très bien organisés et en général, les têtes de trafic ne sont pas tombées avec les petites mains. Je pourrais vous préciser aussi que... Non, là je m'embrouille. Pardon. Jusqu'en 1953, étaient en vente dans les pharmacies françaises des cannabinoïdes sous forme de teinture, donc d'extraction de fleurs. C'était utilisé dans la pharmacopée en France. C'est sous l'impulsion des États-Unis et d'accords internationaux que cette plante a été progressivement interdite dans le monde entier. Elle faisait notamment concurrence aux nouveaux produits issus de la pétrochimie, notamment les tissus. Le chanvre tissu est extrêmement utilisé avant cette période-là. Et donc l'interdiction s'est mise en place sous l'impulsion lobbyiste d'entreprises productrices de pétrochimie, notamment du pont de Nemours à l'époque. Avant cette période-là, en fait, il n'y avait pas de problème d'usage de cannabis, vraiment. Tous les paysans en France, ils avaient un carré de chanvre, ils faisaient leurs tissus, ils faisaient leurs graines pour la fin de l'hiver, et ils faisaient de la bobologie avec des extractions de fleurs. On était sur le chanvre français de l'époque, c'était à peu près 7% de THC qu'il y avait dans la plante. Donc c'était psychoactif, c'était psychotrope. L'interdiction du cannabis est aussi génératrice de produits frelatés. C'est aussi pour ça que c'est dangereux de l'interdire. C'est-à-dire qu'on va couper les produits, on va les pulvériser avec des additifs qui les rendent dangereux à la consommation. Son interdiction aussi, ça génère un problème sur les modes de consommation, puisque l'usager n'est pas informé correctement de ce qu'il consomme, de comment il le consomme et quels moyens il pourrait utiliser pour réduire les risques à l'usage pour son corps en fait. Merci. Donc là, on a bien entendu les écueils actuels. Et donc, d'après toi, quelles seraient les étapes pour une politique de régulation du cannabis? Est-ce que tu vois un certain nombre de passages obligés? Il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que légalisation n'est pas régulation. La légalisation, c'est ouvrir un droit, un accès légal à un produit, une substance, à quelque chose en fait. La régulation, c'est une approche plus pragmatique et prudente où on va mettre l'accent sur la réduction des risques à l'usage d'une substance. En fait, malgré la répression, il y a toujours beaucoup de consommateurs, donc 2 millions de consommateurs par an, 1 million quotidien. Le fait de réguler cette pratique, ça permettrait de ramener ces consommateurs dans un système où ils auraient accès à la bonne information, au bon produit, puisque un bon produit, c'est un produit qui n'a pas été pulvérisé avec des cannabinoïdes de synthèse, ou quand c'est du hashish coupé au tramadol par exemple. Un système légal permettrait d'avoir ces sécurités-là en fait, de traçabilité et Et en matière de santé publique, est-ce qu'il y a des risques à légaliser le cannabis ou plutôt au contraire des bénéfices? Il n'y a que des avantages en fait à réguler en fait. Il y a que des avantages parce que déjà en matière de santé publique ça permettrait de diffuser l'information correcte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est possible d'utiliser le chanvre à THC. Alors même si ce discours en France est très peu entendable avec je vais utiliser des grands mots, mais avec la propagande qui veut, un prohibitionniste qui est en place depuis 1970.
il est possible d'utiliser le cannabis d'une manière qui n'abîme pas le corps en fait. Qui n'abîme pas le corps, qui n'abîme pas l'esprit. Parce qu'à partir de 25 ans, quand le cerveau est formé, le cannabis n'a plus d'impact pérenne sur l'usager en fait. C'est-à-dire qu'à l'usage, il n'a pas de conséquences néfastes à long terme. S'il est utilisé de manière... Désolée, vous me rendez très nerveux. Du coup, je me perds dans mes explications. Est-ce que j'ai... Pas de souci, et je vais réouvrir et revenir aussi sur l'aspect politique de la ville, et du coup si vous souhaitez réagir aussi, Clémentine et Simon, est-ce que du point de vue du trafic et des réseaux de trafiquants, est-ce que ça permettrait de réduire vraiment considérablement ces trafics et d'améliorer la sécurité, de légaliser le cannabis? Et là-dessus, si tu souhaites t'exprimer aussi, Simon ou Clémentine. Du coup, c'était aussi important qu'on commence par ça. Enfin, on a souhaité aussi aborder ce sujet-là parce que on voit bien qu'à Nantes, on est confronté à une lutte des territoires que tu as évoquée. Qu'aujourd'hui, la stratégie qui est posée par les services de police nationale, c'est de dire on harcèle les points de deal ou on les ferme. Ça a d'ailleurs encore été évoqué ce midi, et qu'on voit bien que en fait, c'est des moyens qui sont colossaux en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers. Alors, je suis toujours prudent sur les estimations de chiffres parce que ça dépend quel périmètre on regarde, mais les derniers chiffres estiment à plus de 3 milliards d'euros pour la lutte contre le trafic, parce que c'est des moyens humains et c'est tout un tas de dispositifs qui sont mis en place. Et on voit bien que en fait on renforce ces moyens toujours plus, mais que c'est sans fin parce que on est de toute façon dans un marché qui est tellement large qu'on est confronté à cette problématique qui va bien au-delà du périmètre nantais. Et donc c'est pour ça que ça fait longtemps, c'est dans l'ADN des écologistes de militer pour la légalisation encadrée du cannabis, parce que on voit bien que c'est une fuite en avant et c'est une course sans fin sur laquelle on s'est engagé, avec en plus un contexte post-crise sanitaire qui est non négligeable, c'est-à-dire que finalement il y a eu aussi une réorganisation qu'on a vue sur la ville de Nantes, mais qu'on voit maintenant partout ailleurs, puisque les points de deal, ça ne concerne plus que Nantes et ça ne concerne pas que les quartiers d'habitat social, ça concerne toutes les villes, même les petites villes françaises maintenant aujourd'hui. Et en fait, on a vu un changement de pratique parce que pendant plusieurs mois, le trafic a été désorganisé. Et du coup, on est confronté aujourd'hui au quotidien à des nouvelles personnes, c'est-à-dire qu'auparavant, finalement, les guetteurs, en tout cas les personnes qui étaient les plus visibles sur l'espace public, étaient souvent des habitants de la ville. Alors pas forcément des habitants du quartier, ça pouvait arriver, ou en tout cas de la rue ou de proximité, ça arrivait, mais c'était souvent quand même des personnes qui étaient déjà dans le réseau et qui connaissaient un certain nombre d'habitants du quartier, ce qui n'est plus le cas. Ce qui fait que du coup on est dans des tensions qui sont beaucoup plus fortes. Non seulement c'est un acte qui est illégal et qui génère un certain nombre de nuisances, mais les nuisances sont aujourd'hui beaucoup plus fortes puisque c'est des personnes qui viennent d'une autre ville, qui viennent d'un autre territoire, et qui du coup sont beaucoup plus désinhibées et beaucoup plus dans l'agressivité avec les acteurs du territoire. Donc c'est un vrai sujet majeur qui a évolué dans sa pratique aujourd'hui à Nantes, et c'est pour ça que nous on porte depuis toujours cette libéralisation, cette légalisation encadrée que tu as évoqué de tes mots. Merci, c'était hyper intéressant. À ça, je voulais ajouter que si la légalisation est à mon sens nécessaire pour tout ce qu'on vient d'évoquer, il faut aussi pas oublier que ça reste aussi un moyen de se faire de l'argent, que de dealer, que de consommer et de rentrer dans ces trafics-là. C'est dangereux en termes de réduction des risques que ça soit interdit, parce qu'on prend le risque de se faire arrêter quand on va acheter, on rentre dans des trafics qui sont pas forcément clairs, on sait pas ce qu'on achète non plus. Mais pour les personnes qui dealent en particulier, effectivement, légaliser, du coup, ça permettrait de couper en fait ce deal et de couper l'herbe sous le pied
petit jeu de mots, de couper l'herbe sous le pied à des trafics comme ça, mais il ne faut pas oublier que pour ces personnes-là, si on leur enlève leurs moyens de se faire de l'argent et de vivre, ces personnes-là vont aller autre part. Et on sait actuellement aussi qu'il y a un problème de racisme qui est complètement systémique, un problème d'islamophobie, etc. Et c'est pour ça que c'est hyper important que ça aille aussi de pair avec des politiques d'inclusivité, d'ouverture du marché du travail, de sensibilisation sur ce genre de problématiques, parce que sans ça, on n'arrivera pas en fait à faire cesser de façon plus générale tout ce qui est trafic, parce que si on enlève le cannabis, les personnes vont se diriger vers la cocaïne, etc. Donc, voire même est-ce qu'on légalise toutes les autres drogues. Mais en tout cas, pour moi, il faut voir le problème de façon plus générale que ça, et pas seulement prendre en compte cette problématique-là, parce que le problème, c'est que de cibler, en fait, on n'arrive pas à voir dans l'entièreté et on déplace seulement le problème. Effectivement, c'est bien de le rappeler qu'une régulation devra forcément et absolument inclure des mesures de justice sociale et d'amnistie aussi pour les délits liés au cannabis non violents. Ce qui a été fait d'ailleurs dans les endroits il y a déjà eu une régulation de l'usage adulte. Il est vrai que cette répression du cannabis a permis un contrôle social de l'État sur certaines populations. Alors effectivement, racisme, islamophobie, etc. Et que malgré cela, dans le marché noir, dans le marché illégal, s'est développé certains talents, botaniques notamment, de culture, certains talents commerciaux, parce que malgré qu'ils fassent quelque chose d'illégal, certains dealers rivalisent d'ingéniosité pour attirer le client. Et s'ils pouvaient exercer légalement, je suis sûre qu'ils en seraient ravis. Merci beaucoup pour ces échanges autour du cannabis, sujet aujourd'hui qui est de toute évidence assez maltraité, vu qu'on ne réduit pas le trafic, on ne fait que déplacer le problème et on a des luttes de territoire qui aujourd'hui engendrent de l'insécurité en ville. Et donc on va pouvoir continuer sur les sujets de politique municipale par rapport à la sécurité. Et à ce sujet, je me tourne vers toi, Simon, en priorité, mais n'hésitez pas aussi à réagir si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes populations en termes de sentiment d'insécurité et en termes d'insécurité réellement subie ? Merci pour cette question, parce que effectivement faut repartir, je pense, du diagnostic un peu et de la base de à quel moment est-ce que on se dit ok, je suis à Nantes, je suis en insécurité, je me sens en difficulté. Ça vient beaucoup faire écho à la sensation de peur, à l'inquiétude, au risque. Et finalement, on se base sur des faits qui sont objectifs, c'est-à-dire des choses qu'on a pu voir dans la presse, des retours d'expérience qu'on a pu avoir d'amis, de proches, de famille, et qui va derrière nous faire écho ou pas nous faire écho selon la situation dans laquelle on est. Donc effectivement, la perception, elle va être subjective, c'est pas dans un mauvais sens du terme, c'est parce que ça vient toucher encore une fois au sentiment de peur. Et donc du coup, selon son âge, selon son genre, selon son orientation sexuelle, selon sa couleur de peau, selon son lieu d'habitation, on n'est pas touché de la même manière. Parce que derrière, quand on parle de questions de sécurité, de tranquillité publique, également d'incivilité, en fait, ça vient toucher des choses comme les cambriolages, ça vient toucher comme des choses comme des incivilités du quotidien qui peuvent être des dégradations, la gestion des déchets, ça peut être des sujets qui sont liés à des agressions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient verbales, ça peut être des nuisances qui sont liées au trafic de drogue, ça peut être des nuisances sonores, des nuisances entre voisinage, et en fait des sujets nocturnes qu'on abordera tout à l'heure sur les lieux de festivités nocturnes. Et en fait, à chacun de ces sujets,
sujets, à chacune de ces situations, les réponses ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est hyper important parce que c'est de se dire aussi, ne nous laissons pas emmener uniquement par les sujets qui sont au top de l'actualité. De fait, ce sont des sujets qui sont importants parce qu'ils sont marquants. Ils sont marquants, ils nous choquent tous, notamment quand ils génèrent des agressions physiques ou des meurtres. Aujourd'hui, on a besoin de traiter tous les sujets que j'ai évoqués, toutes les situations que j'ai évoquées. Et encore une fois, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on a besoin de prendre ce pas de côté et ce recul en se disant de quel diagnostic on part et quelles solutions on peut mettre en place. Alors une petite question un peu technique. On dit souvent que la première des solutions c'est la technique et donc les caméras vidéo, et on sort la caméra vidéo comme outil de résolution de ces problèmes. Et plus ça va, plus on met de vidéos. Donc, quelle est votre position en tant qu'élu écologiste sur cette question ? Alors, merci pour la question, parce qu'elle fait encore écho à des sujets d'actualité où on voit bien que dès qu'on a des nouveaux outils, on se dit ça va être la solution. Donc là, l'actualité du jour, c'est on parle de drones qui vont être mis en place pour renforcer les questions de sécurité sur Nantes. Et donc ça fait écho au débat qu'on a sur la vidéosurveillance. En introduction, je disais que donc on avait 2 listes au premier tour et une fusion de liste au second tour. On a acté dans le cadre de cette fusion de liste un certain nombre de désaccords qu'on partage pas au sein de la majorité, et ça fait partie des sujets qu'on a actés sur lesquels on était en désaccord. Effectivement, pour nous, la question de la vidéosurveillance n'est pas une solution aux questions de tranquillité publique. D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui l'a démontré. Aujourd'hui, on nous valorise surtout d'ailleurs la vidéosurveillance sur tout un tas d'autres sujets qui peuvent accompagner un certain nombre d'autres politiques publiques, notamment des questions de tranquillité publique, plus que vraiment la résolution de faits. Parce que en fait, c'est pas toujours si évident d'avoir cet outil-là pour résoudre les faits. Et en tout cas, ça a d'ailleurs été montré par toutes les études sérieuses. Et on a demandé que, avant le déploiement des nouvelles caméras telles qu'elles sont programmées aujourd'hui, qu'on ait cette étude indépendante. On a d'ailleurs un outil qui a un comité d'éthique au sein de la ville de Nantes qui a été instauré au moment du lancement de la mise en place des caméras de vidéosurveillance. Que ce comité d'éthique soit saisi pour avoir cette étude qui serait transpartisane et du coup aussi externe, parce que dans le comité d'éthique il y a aussi des citoyens, des chercheurs de l'université, pour avoir aussi cette analyse à l'échelle de Nantes, parce qu'on voit bien que selon les territoires les sujets sont pas forcément les mêmes et les outils sont pas forcément les mêmes. En tout cas, nous, on n'est pas favorable aussi parce que non seulement les études montrent à ce stade que ce n'est pas une solution, mais en plus, c'est des enjeux de coût. Des enjeux de coût pour l'installation, des enjeux de coût pour le maintien d'équipements, parce qu'il y a des dégradations de caméras qui font qu'il faut les remplacer. Il y a tout un tas de réseaux qu'il faut déployer pour pouvoir avoir la fibre optique jusqu'à la caméra. Et puis il y a tous les coûts de suivi parce que de fait il faut des opérateurs pour que ça puisse avoir une utilité s'il y en a une. Il faut bien qu'il y ait des gens qui soient derrière pour analyser et suivre ces caméras 24 heures sur 24. Et ça aussi c'est des coûts de fonctionnement qui pourraient être déployés sur d'autres outils. Je vais vous repasser la main à Colline et Clémentine. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet de la vidéosurveillance par rapport au trafic de cannabis ou par rapport à la vie nocturne ? Oui, ça ne sert à rien. Non, c'est peut-être un peu beaucoup de dire ça comme ça, mais en fait la vidéosurveillance, c'est vraiment trouver un moyen de faire rentrer des questions de responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait on vient poser un pansement sur quelque chose qui s'est déjà réalisé. On va utiliser la vidéosurveillance ensuite pour dire ah bah vous, on vous a vu en manif, ou alors vous, on vous a vu à tel endroit, à telle heure, c'était quand même pas très normal et c'était les limites avec cette personne, voire même ça a filmé des agressions, mais en fait l'agression elle s'est déjà passée. Donc on va dire oui, bah, cette personne-là maintenant est redevable envers la société, donc on va l'envoyer en prison, mais on sait que la prison, bah, la majorité des personnes qui y vont ressortent et récidivent. Donc en fait on voit qu'on tourne en rond avec ce genre de problématique, qu'on met de plus en plus de caméras de surveillance partout, que ce soit avec les drones, que ce soit même dans les lieux festifs, nous dans les lieux conformes, beaucoup nous disent ouais mais nous on a mis des caméras de sécurité partout. Je suis là, bah, d'accord, très bien, mais est-ce que vous savez quel est le sujet des violences sexuelles? Est-ce que vous avez des personnes qui sont sur le terrain
pour regarder en temps réel autre que la sécurité, qui sont là pour faire de la médiation. En fait, on a besoin de moyens humains et pas seulement de technologie. Au bout d'un moment, c'est un peu, c'est vraiment se voiler la face et ouais, c'est complètement. Moi, je trouve que c'est alors, quel terme utiliser c'est complètement inutile de se pencher sur les nouvelles technologies à ce sujet-là, alors que ce qu'il faut, c'est reconnecter un peu l'humain avec des belles valeurs qu'on peut défendre. Moi, j'ai pas plus d'avis sur la question, à part que je trouve que enfin, mettre des caméras de vidéosurveillance partout, c'est plus une atteinte aux libertés individuelles qu'autre chose. En fait, aujourd'hui, il y a aussi un sujet de se dire pourquoi est-ce que c'est des solutions qui sont préconisées parce que c'est visible. C'est un peu l'un des sujets, c'est de se dire à chaque fois qu'il y a un fait dans le débat public, c'est combien de nouveaux policiers municipaux ou combien de nouveaux policiers nationaux, voire combien de CRS, qui est maintenant le niveau d'étiage du débat, et combien de caméras vont être déployées. Parce que ça, c'est visible. Et clairement, alors on ne dit pas que toutes ces solutions ne sont pas utiles, les vidéosurveillances n'est pas une solution utile, mais par contre, nous, on défend fortement aussi les solutions qui sont pas visibles, qui font pas forcément la une des médias, mais qui sont hyper importantes pour les habitants et les habitantes. Et c'est tout ce qu'il y a en amont, parce que finalement, aujourd'hui, en complément de ces dispositifs-là, on a aussi des outils de prévention de la délinquance, mais il y a bien en amont, c'est aussi toutes les politiques publiques qu'on mène qui sont nécessaires pour anticiper les éventuels passages et en tout cas de garder les personnes dans le droit commun en fait et dans le cadre habituel de la société. Enfin, je pense que c'est important quand aujourd'hui, quand on ferme un bureau de poste, un bureau de poste aujourd'hui, c'est quoi? C'est la première banque des personnes qui sont les plus précaires, en particulier les bénéficiaires du RSA. Quand on a des enfants au collège de la Noël-Lambert notamment, mais dans pas mal de collèges de Nantes où on a 35 élèves dans la classe, de fait, c'est compliqué pour quelqu'un de suivre sa scolarité. Quand on a à la Bottière une difficulté pour trouver son médecin traitant et que toute la famille puisse être accompagnée, de fait, c'est une rupture d'égalité. Et donc du coup, avec toutes ces difficultés au quotidien, on a des personnes qui sont dans une logique de débrouille et se disent je vais avoir un meilleur revenu via le trafic, je vais avoir du coup plus de facilité de solution parce que j'ai un revenu qui est dégagé par le trafic, ou alors le vol va me permettre de solutionner un certain nombre d'actions. Et en fait, c'est toutes les politiques publiques de présence sur le terrain, par de la médiation, mais pas uniquement par de la médiation, en fait, par nos politiques publiques culturelles, par nos présences de commerce de proximité, en fait, toutes nos politiques publiques servent en étant massifs à lutter contre la délinquance et les difficultés sociales. Et ça, je pense que on doit le marteler au quotidien, parce que c'est ça la vraie action de prévention. Avant de passer avec des moyens qui sont aujourd'hui coercitifs et qui sont uniquement une question de politique de chiffres. Bien, merci pour ce second round. On passe au troisième et dernier. Donc ça va être à toi. Sur la vie nocturne. Donc, première question, pourquoi la vie nocturne et festive constitue un peu une thématique à part, avec ses particularités en matière de lutte contre l'insécurité. Pourquoi ? Les milieux festifs et le milieu de la nuit, c'est des milieux qui sont particuliers et qui sont particuliers du fait que déjà en fait il fait nuit. Enfin, la majorité du temps, il y a des festivals qui se passent en plein jour, mais il n'empêche que la majorité du temps il fait nuit, que du coup on a aussi une proximité qui s'installe, une certaine promiscuité qui s'installe dans les milieux festifs. Je pense aux clubs, aux boîtes de nuit, sur des concerts, dans des bars, etc. Et aussi il y a aussi tout un autre élément qui se retrouve dans les milieux festifs, ce sont les consommations. Dans les milieux festifs, on consomme essentiellement de l'alcool, mais aussi des produits psychoactifs. Et ces produits-là, parfois, altèrent le consentement et parfois désinhibent aussi complètement certaines personnes qui perdent certains codes sociaux qu'ils et elles auraient
la journée et le soir, on vient, on lâche ses émotions dans l'espace festif. C'est vendredi soir, on a eu une semaine compliquée, on se dit « Oh là là, je vais aller boire une grosse pinte au bar » et puis après, on enchaîne sur toute la nuit. Et en fait, c'est des lieux qui sont particuliers, c'est des moments qui sont particuliers parce que c'est des lieux d'émotion, c'est des lieux dans lesquels on vient libérer des choses et que forcément ça libère pas toujours des bonnes choses chez certaines personnes. Je dis pas que c'est la nuit qui libère, mais que certaines personnes se sentent plus libérées dans ces espaces-là. Avec la promiscuité, on sent aussi plus incognito. On a beaucoup de personnes qui, en milieu festif, vont dire ouais, bah là en fait on m'a touché les fesses sans me demander. Dans la foule, impossible de retrouver la personne qui a fait ça. Donc en fait, il va y avoir vraiment ce moment-là qui crée aussi parfois l'insécurité, mais pour certains publics. C'est-à-dire que si je suis un homme, que je suis blanc, que je suis cisgenre, c'est-à-dire assigné homme à la naissance, a priori, je vais pas avoir très peur d'aller en milieu festif. Je vais pas avoir peur sur le trajet, je vais pas réfléchir à la tenue que je vais mettre pour y aller, je vais pas réfléchir à comment est-ce que j'agis au sein du lieu, comment j'occupe l'espace, la façon dont je danse, la façon dont je vais rentrer, la façon dont je vais draguer. Et alors que quand on est une femme, par exemple, chez Consentis, on a un chiffre qui est assez parlant, c'est que 57% des femmes se sentent en insécurité lorsqu'elles sont seules en milieu festif. Ça fait plus d'une personne sur deux. Plus d'une femme sur deux, et en fait tout ça c'est lié, et les personnes qui se déclaraient en insécurité seules dans les milieux festifs déclaraient ça lié à la peur d'être victime de violences sexuelles. Donc il y a vraiment un lien milieu festif, violences sexuelles. Des violences sexuelles, il y en a partout, mais dans le milieu festif il y en a, et elles prennent des formes qui sont différentes. Comme je vous disais, dans la foule on va plus facilement toucher les fesses d'une personne, mais on va aussi briser le consentement de façon plus régulière. C'est-à-dire qu'on va payer un verre à une personne qu'on trouve jolie. Mais en fait, on ne lui a pas demandé à cette personne-là si elle avait envie d'un verre. Et cette personne, si elle se dit « Ah oui, mais si je refuse, peut-être qu'elle va venir, que la personne qui m'a offert le verre va venir et me dire « Oh, mais ça va, de toute façon, t'es chiante » et puis commencer à me harceler. Donc en fait, c'est tout ça qui s'imbrique dans les milieux festifs. Et nous, c'est là où notre action, elle arrive pour amener aux organisateurs et organisatrices d'événements festifs tout ce pan-là de prévention et de réfléchir à comment sont construits les espaces, comment est-ce qu'on peut sensibiliser le public à aussi mieux agir, à intégrer le consentement dans le milieu de la fête, là où il a été souvent oublié. Et du coup, dans l'insécurité, ce qu'on a tendance à dire aussi, c'est que vu que les lieux festifs sont des lieux d'émotion, si le consentement est acquis dans ces lieux où on libère des codes sociaux, etc., ça veut dire qu'après, en fait, le consentement, il est acquis dans la vie de tous les jours quand on reprend nos codes sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'ajouter cette valeur qu'est le consentement dans les milieux festifs pour faire en sorte qu'on puisse aller libérer nos émotions tout sereinement, et aussi que ça puisse se propager dans la vie de tous les jours. Et y a-t-il des mesures concrètes qu'on peut mettre en œuvre pour une vie nocturne festive qui soit plus sûre et plus inclusive ? Oui. Alors, à l'échelle des organisateurs et organisatrices, on va préconiser surtout de mettre en place des protocoles de signalement. On va préconiser aussi de faire former. On se retrouve, nous, très souvent, et je dis violence sexiste et sexuelle, mais ça s'étend aussi à tous les types de discrimination qui agissent aussi dans les milieux festifs. On retrouve aussi le racisme sous d'autres formes, le validisme qui est la discrimination envers les personnes en situation de handicap. On va retrouver aussi le classisme avec par exemple des codes vestimentaires avant de rentrer, où on va dire ah ouais non mais si t'es en jogging avec ta petite casquette t'as pas le droit de rentrer. Mais à qui ça s'adresse en fait cette injonction à la tenue vestimentaire? Qu'est-ce que ça veut dire derrière, ce que ça implique en termes de tarification, etc. Bon, je m'égare un peu sur le classisme, mais en tout cas on préconise de se faire former là-dessus aussi pour que les personnes qui construisent la fête sachent reconnaître les moments où c'est pas possible et où on brise le consentement et où on n'intervient pas pour faire cesser une violence. Donc par exemple, nous on a des lieux qui viennent nous voir après des situations de viol et des fermetures administratives, qui nous disent mais on sait pas comment on en est arrivé là, et en fait on se rend compte au fur et à mesure qu'on discute avec ces personnes-là que en fait on a tendance à pas croire les personnes qui viennent dire oui cette personne-là m'a agressée. On va avoir tendance à minimiser des faits de sexisme ordinaire, de racisme ordinaire,
Donc par exemple, je me sens mal à l'aise, il m'a dit, il arrête pas de commenter mes fesses, et de la personne de l'organisation qui va dire ouais, mais c'est pas grave. Mais en fait le problème c'est que si on laisse passer ça, potentiellement on laisse passer le plus. Et petit à petit en fait, plus on s'habitue, plus on laisse passer des choses, c'est là en fait où on en arrive à des cas qui deviennent complètement dramatiques, qui traumatisent des personnes, qui en envoient d'autres potentiellement en prison, dans des processus judiciaires qui sont extrêmement longs, extrêmement traumatisants, et c'est pour ça que c'est important en fait de faire cesser les violences dès qu'elles arrivent. Par exemple, il va y avoir tout ce qui tourne autour de la misogynoire, qui est du coup le cumul des oppressions entre les personnes qui subissent la misogynie et le racisme. Donc les femmes racisées vont subir beaucoup de la misogynoire, et ça va être le fait pour une autre personne d'aller toucher les cheveux, toucher l'afro de la personne sans son consentement. En fait ça c'est une violence, et si on la laisse passer en la minimisant en disant bah non mais moi par exemple si on me touche mes cheveux ça me dérange pas, mais parce que ça arrive plus pour des personnes qui ont des afros, en fait potentiellement on laisse passer les remarques racistes derrière, on va laisser passer après du coup les injures, les discriminations, voire les violences. Donc en fait vraiment l'objectif c'est de mettre fin aux violences dès le début et de sensibiliser pour que les personnes sachent repérer ces violences là et réagir en conséquence, donc accueillir la parole de personnes victimes, mais aussi gérer la personne qui a été à l'origine des violences, etc. Et si déjà les personnes arrivent en milieu festif en connaissant ces règles-là, en les appliquant, on peut aussi espérer que ces personnes-là l'appliquent et appliquent cette vigilance en dehors, et du coup petit à petit ça va se propager. Et sur l'insécurité la nuit au niveau de la ville, je dirais mettre les moyens dans la culture et aussi et la prévention, penser les éclairages, faire des marches exploratoires avec des personnes concernées pour dire en fait là à cet endroit-là moi ça me pose problème, je me sens en insécurité pour telle et telle raison, et que la réponse ne soit pas ah bah oui très bien on va mettre une caméra ici et ici, et puis on va mettre aussi une brigade de police à tourner là, parce que la police a aussi son côté oppressif qu'on connaît et qu'on voit très majoritairement en ce moment pendant les mouvements sociaux, et ça peut faire peur à certains publics qui du coup ne se sentent pas en sécurité quand il y a une brigade de police qui passe à côté. Donc en fait c'est réfléchir à tout ça, parler avec ces personnes et vraiment réfléchir à la nuit dans son ensemble, et parler de la prévention et arrêter de dire oui mais il faut porter plainte en fait au bout d'un moment, mais plutôt de dire aux gens sinon arrêtez d'agresser et arrêtez de violer. Tu as parlé d'éclairage, du coup j'en profite, je vais vous passer la main à tous les trois ce que vous en pensez là-dessus, parce que d'un côté on voudrait plutôt réduire nos consommations énergétiques, mais garantir des bonnes conditions de sécurité et un bon sentiment de sécurité. Donc je vous passe la main à tous les trois pour que vous donniez votre point de vue sur le sujet éclairage public. D'où l'importance des marches exploratoires pour cibler un peu les endroits qui ont besoin. Mais par exemple, je sais qu'à Poitiers, récemment, il y a eu une politique d'extinction de toutes les lumières du centre-ville à partir de minuit. À savoir qu'il y a des lieux qui sont un peu plus excentrés, et que des villes pas éclairées la nuit, ça donne pas envie de sortir pour toutes les raisons qu'on connaît à la nuit, au sexisme, etc., aux agressions qui peuvent avoir lieu dans ces moments-là. Même si potentiellement, la ville est très calme, qu'il se passe pas grand-chose, il y a aussi tout ce poids des violences qui pèsent sur nos épaules et auxquelles on réfléchit, que nous montrent les médias constamment là il y a eu une agression à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et du coup forcément quand il fait noir on voit un peu les titres des médias qui défilent. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir cibler les endroits et de pas tout éteindre en disant non mais on fait des économies d'énergie, et au final de faire en sorte que y ait des personnes qui ne sortent plus parce qu'elles ont peur. Tu as tout dit. En fait, il n'y a pas une solution unique sur le sujet à déployer partout. En fait, les retours d'expérience montrent que de manière contre-intuitive, dans les quartiers résidentiels, ça peut renforcer la sécurité, parce que finalement, dans les quartiers résidentiels, le sujet majeur, c'est la question du cambriolage. Et donc, en fait, quand il n'y a pas d'éclairage public, on va beaucoup plus vite voir s'il y a une intrusion dans un domicile et un cambriolage.
Par contre, dans des lieux de festivités nocturnes ou des lieux de fort passage nocturne, le sujet est différent. Et donc la question, elle se pose différemment selon le secteur de la ville. Et une ville comme Nantes, il y a beaucoup de réalités urbaines et donc les solutions ne sont pas les mêmes selon les territoires de la ville. Aujourd'hui, à l'échelle de la ville, en tout cas, on a fait le choix de ne pas toucher à ce sujet-là, compte tenu du contexte dans lequel on est à Nantes, dont on a tous conscience. Donc, à ce stade, on en est là sur la ville de Nantes. Juste une chose sur la réduction effectivement des dépenses énergétiques liées à l'éclairage public. Ça ne doit pas, si des économies d'énergie doivent être faites sur ce poste de dépense-là, ça ne doit pas être fait au détriment des personnes. Bien, merci à vous trois. Donc maintenant, nous allons passer à vous, mesdames et messieurs, parce que nous avons traité 3 sujets, mais il y a sûrement d'autres thématiques qui peuvent contribuer à la sécurité. Et donc, vous pouvez soit poser des questions complémentaires, soit donner votre propre avis, soit proposer des solutions. Donc, à vous. Peut-être qu'on était très complexe. Peut-être. La première est toujours la plus difficile. C'est la plus dure, merci. Alors, je pense que ça s'adresse surtout aux 2 thématiques. Ça peut être une solution qu'on entend souvent, des patrouilles, de la présence policière. Est-ce que c'est une solution qui marche en fait, que ce soit pour réduire les violences sexistes et sexuelles la nuit, ou que ce soit pour réduire les violences liées à des trafics voilà. Non. Le lien entre police, force de l'ordre et les violences sexistes et sexuelles est très complexe. Il y a à des endroits où les personnes, où les forces de l'ordre sont formées, où il y a des efforts qui sont faits, mais récemment il y a eu un rapport de nous toutes qui s'appelait Prends ma plainte et qui montrait en fait que la majorité des personnes, la majorité, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais qui montrait que en fait les personnes, quand elles avaient été victimes de violences sexistes et sexuelles, lorsqu'elles allaient dans les commissariats, dans les gendarmeries, il y avait très souvent des personnes en face qui répondaient oui mais non, mais vous savez c'est pas si grave. On le voit, il y a plus de 120, il y a eu plus de 120 féminicides l'année dernière. Et dont des personnes récemment, des femmes qui avaient été 7 fois signalées les faits de violence et où à chaque fois on leur répondait oui mais ça va, allez régler vos problèmes en interne. Donc en fait tout ça, et il faut pas être dupe, les personnes savent que ça existe partout et du coup il y a une peur d'aller voir les forces de l'ordre parce qu'en fait on a peur qu'on ne nous croit pas, on a peur de subir une violence supplémentaire parce qu'on les a entendus aussi dans les médias, les forces de l'ordre qui disaient après un appel téléphonique oh là là mais de toute façon c'est qu'une pute, en parlant d'une personne qui avait été victime de violences sexuelles. Donc en fait dans ces moments-là on peut pas dire oui mais regardez là les policiers, alors ça c'est la grande nouvelle mesure de monsieur Darmanin, on va distribuer 5 millions de flyers contre les violences. Bah ouais, mais en fait, déjà, il s'agirait de faire correctement le travail et de protéger les personnes qui en ont vraiment besoin, de réagir, de prendre des plaintes. Après, bon, ça va avec tout le système judiciaire qui doit être complètement revu, mais en tout cas, on peut pas demander aux personnes de faire confiance aux forces de l'ordre actuellement, alors que partout dans les milieux militants, sur les réseaux sociaux, en fait on a des récits de personnes qui se sont fait jeter en fait de commissariat, qu'on n'a pas cru et qu'on n'a jamais cru. Donc pour moi c'est vraiment pas la solution sur les thématiques des violences sexistes et sexuelles, et il faudrait plutôt commencer par une formation majeure par des personnes qui sont experts et expertes dans ces thématiques-là, des forces de l'ordre, et puis arrêter de leur donner une cape dont ils ne savent pas se servir.
Ouais, je crois que le sujet de la formation des forces de l'ordre est très important. Ils ne sont pas assez formés, ils ne sont pas assez épaulés aussi. Je pense qu'ils ne sont pas assez épaulés dans leur pratique de tous les jours. C'est un métier qui est extrêmement difficile, qui est souvent en contact avec les pires aspects de l'humanité. Et ça marque et ça engendre des pratiques qui sont douloureuses et injustes. Le fait est qu'on est encore dans une société très patriarcale et que on le ressent dans beaucoup d'aspects de l'exercice des forces de l'ordre. Concernant la violence liée au trafic, ça dépend de qui on est dans ce contexte de violence. Si une personne a été violentée dans le cadre d'un achat au marché noir, donc d'un achat de cannabis par exemple dans un four, typiquement, non, il n'y aura pas d'action ni de confiance envers les forces de l'ordre. Sauf si c'est extrêmement grave. Mais si c'est une violence, un racket, il n'y aura pas de recours aux forces de l'ordre. Il n'y a pas de confiance non plus puisque la personne a fait une action illégale, elle est allée acheter du cannabis et donc est répréhensible par la loi. Aujourd'hui, il n'y a plus de police de proximité et c'est quelque chose qui manque cruellement en fait. Parce que ça permettait à la population d'un quartier d'avoir des référents connus, visibles, et puis qui sont vraiment partie prenante des quartiers où ils exercent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a des unités de police qui sont, pas toujours, hein, mais qui sont un peu hors sol, qui sont envoyés dans d'autres villes en renfort par exemple. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen pour eux d'exercer.